bonsoir. C'est un grand honneur de vous présenter la savante et l'écrivain de France, Madame Thomas, Chantal Thomas, écrivaine et savante. Elle a pris un grand intérêt spécial dans le sujet de la femme française de la siècle XVIIIe. C'est un sujet très spécial et avec plusieurs de romans écrits sur des personnages extraordinaires comme Marquis de Sade, Casanova et spécialement Marie-Antoinette. Oui. Et Marie-Antoinette, ce roman-là, Les adieux à la reine, oui, il y a un film produit sur ceci. Oui. Projeté demain. Vous êtes née à Lyon et elle a été la professeure en Amérique, oui, et spécialisée aussi dans le sujet de Roland Barthes, oui, et Casanova, etc. So, 18th century is a very interesting and fascinating period. I have had some knowledge about it, but not as professional as Chantal. The 18th century that struck me, the only character that struck me the most associated with with France in the 18th century is of course Marie Antoinette, and well, I think she was more or less the equivalent, well, not quite, of Empress Dowager of the Forbidden City, if you compare the Forbidden City with the Palace of Versailles. Right? We'll start with that character because this novel, I think, is available, and this is a book fair rather than a conference of history. And Marie Antoinette is the most tragic female character. To my point of view, as she had a fate chosen for her, I think by an invisible hand of time. She was one of the many children, 16 children of Empress Teresa of Austria. And Empress Teresa was very far-sighted and very intelligent in seeing that by marrying her children to different princes and princesses, Dauphine et Dauphin, of different countries of Europe, she would be able to make peace accord with them. But the problem is when Marie Antoinette was married, she was given Louis XVI, the future king, right? And at that time, a Dauphin, who was also very young, I think at the age of 17. So when the young Marie Antoinette was put on a coach and set out from Vienna, she was warned by Empress Teresa, be a good wife, be a good queen, and help the French king to look after the country. But on the wedding day, there was a bad omen. When they signed the wedding certificate, a big drop of black ink, right, fell on that piece of paper, a black blot of ink, right? And it was considered to be sinister. And also on the same wedding night, there was this bonfire, the firecrackers show. For some strange reasons, the audience platform collapsed on that night, causing death, well, some deaths and some casualties. And it shocked many of the servants of the courts, thinking that some bad time may lie ahead, and they were right.
the couple was simply too young at that time to see to an oncoming stormy, turbulent time. Although Louis XVI, after he became king, he saw to the independence of America. He sent General Lafayette to America to help the Americans to fight back, to fight against the British. And he was in that sense he was quite a mature politician. However, he felt the rest of his time there. And this novel is very extraordinary in the sense that if I were you, I would have chosen to write on the Varennes, right? The flight, la fuite to Why? Varennes, yes, on the 30th of June of 1790, because it was more dramatic and it was more tragic. But of course, it's your choice. But it's, as a piece of literature, it was a good choice. Thank you. I leave it to you. You write You it. speak You in will French. write this episode. Yes, but I mean, I'm a Hong Kong person, right? Well, Not a French. But we are used to Hollywood movie, which is more concerned about drama and surprises or whatever. I was mesmerized by the life of Queen Mary Antoinette. I have read many biographies, the latest one being written by Antonia Fraser, Yes. the thick one, Yes. right? And Yes. a very thorough one. Yeah. Yeah, but this one, although in the form of a novel, concentrate on only one slice of history, only 3 days. The three insignificant days since the storming of the Bastille, the 14th of July, right? And what happened there before and after. And there was this feast and banquet going on. And all of a sudden, and there was the famous word, "rien," recorded in the diary of the hunting king, right? So, this novel is seen from the point of view of a story reader, another lady who survived the French Revolution. But in her flashback, she managed to write down what she meant, what she saw during those 2 or 3 days, right? With a very calm and observant eye and all the details. And I think Madame Thomas, with the eye and the meticulous sensitivity of a historian, I think you have managed to catch that moment. Although some film critic did not like the film, calling it was like the point of view du mouche sur le mur, right? Dans le palais de Versailles. The look, tous ces regards sont trop calmes, trop froids, without much happening, but just ignore, right? So, I leave it to you to start, commencer avec ce roman, peut-être, oui? Non, je vais rejoindre le roman, mais pas tout de suite. Okay. Ça créera un suspense. Right. Merci infiniment. Merci. Vous êtes un merveilleux narrateur. Alors, donc, je vais parler du pouvoir des femmes au XVIIIe siècle en France. Alors, je vais d'abord vous dire qu'à cette époque, donc, la France est sous le règne de Louis XV. Je vais commencer à partir de Louis XV. Et il faut bien se représenter que la France, sous le règne de Louis XV, donc, est dans un royaume et qu'il y a 80% du pays qui est paysan. Donc, moi, je vais vous parler de 3 personnages féminins. La femme qui tient un salon, la favorite, Madame de Pompadour, qui était la favorite du roi Louis XV, et Marie-Antoinette, que nous rejoindrons. Et bien sûr, je vais garder du temps, surtout dans les questions, pour la situation de la femme au XXIe siècle en France. Non à Versailles, mais à Paris. Vous dire que 80% de la France est paysanne veut dire qu'à cette époque, 80% des Français sont analphabètes et
travaillent du matin au soir. Donc, je vais vous parler ces 3 types de femmes dont je vous parle, pas seulement la reine, qui est bien sûr une exception, et la favorite aussi, mais les femmes qui tiennent du salon, c'est vraiment une exception française, et c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Il y a en France, c'est très connu, une tradition de galanterie et d'élégance féminine, et je pense que les deux sont liés. C'est parce qu'on pense qu'il y a un regard qui vous désire qu'on s'habille et qu'on a le désir d'être jolie. Il y a une réciprocité. Cette image d'un pays où les femmes sont l'objet d'une attention et d'un regard particulier et où elles bénéficient d'une situation d'exception par rapport au reste du monde est ancienne. À mon avis, elle commence au XVIIIe siècle. Et là, je renvoie à un livre que je suis sûre que vous connaissez, qui est La femme au XVIIIe siècle des frères Goncourt. Un livre qui est magnifique, qui est une sorte d'idéalisation extraordinaire de la femme, d'autant plus remarquable que les deux étaient misogynes à un point incroyable. Et je crois que c'est très très courant que la femme est d'autant plus idéalisée qu'en réalité on ne peut pas la supporter. Et le livre des Goncourt, là-dessus, c'est un chef-d'œuvre. Donc, ce caractère exceptionnel de la femme au XVIIIe siècle, il est lié d'abord à un prestige de liberté. Lorsque, au milieu du XVIIIe siècle, sous Louis XV, donc, le célèbre aventurier vénitien, Giacomo Casanova, arrive à Paris. Moi, j'aime beaucoup Giacomo Casanova. C'est un ami, quasiment. Lorsqu'il arrive à Paris, il est absolument stupéfait de la liberté des femmes. Il faut dire qu'à cette époque, en Italie, ou bien en Espagne, une jeune femme ne sort pas, jamais, sauf accompagnée de sa mère pour aller à l'église. Et d'ailleurs, dans les romans libertins, il y a beaucoup de scènes de séduction qui sont liées aux églises. Casanova arrive à Paris, il dit à une dame qu'il rencontre au théâtre combien il est stupéfait que les femmes soient si libres. Et cette femme lui répond, j'aime beaucoup cette phrase, je vous la dis. « Vous êtes en France, monsieur, où l'on connaît le prix de la vie et où on tâche d'en tirer parti. Nous aimons les plaisirs et nous nous croyons heureux quand nous pouvons les faire naître. » Je trouve que ça peut même être une sorte de devise de l'existence. À peu près à la même époque, le philosophe Jean-Jacques Rousseau, lui aussi, découvre Paris et il vient non pas d'Italie, mais de Suisse. Donc Jean-Jacques Rousseau, je vous dis un peu, je vous le présente un peu. Bon, c'est le philosophe, donc il est suisse. Il va, au XVIIIe siècle, être celui qui va défendre la nature. Et il a 2 œuvres qu'on peut vraiment séparer. À mon avis, il a quelque chose de schizophrène, qui est d'un côté le contrat social, qui est le modèle type d'une société égalitaire, et de l'autre des romans comme La Nouvelle Héloïse, où quelqu'un dit son amour impossible, et lui aussi idéalise. Et je pense que c'est ce même fond de misogynie qui rêve l'amour romantique. Alors lui, face à ces femmes libres et surtout insolentes, il écrit « Depuis le faubourg Saint-Germain jusqu'aux Halles, il y a peu de femmes à Paris dont l'abord, c'est-à-dire l'apparence, le regard, ne soit d'une hardiesse à déconcerter quiconque n'a rien vu de semblable en son pays. C'est encore pire sitôt qu'elles ouvrent la bouche. » Déjà, elles ouvrent la bouche, c'est quand même assez intolérable. C'est un certain accent dur, aigre, interrogatif, impérieux, moqueur, et plus fort que celui d'un homme. S'ils restent dans leur ton, quelques grâces de leur sexe, leur manière intrépide et curieuse de fixer les gens achève de l'éclipser. Et il dit, bon, cette gaieté, c'est peut-être la gaieté française, faut l'excuser, mais il ajoute, peut-être ça vient d'un mélange indiscret et continuel des 2 sexes qui fait contracter à chacun d'eux l'air, le langage et la manière de l'autre.
Et ça, je pense que dans la critique du comportement des femmes d'exception, des femmes qui veulent, qui d'abord s'expriment, qui étudient, il y a cette idée qu'alors ce ne sont plus des vraies femmes, mais ce sont des hommes, et que non seulement ça, mais c'est plus grave, les hommes eux-mêmes vont devenir efféminés. Et on retrouve exactement chez le très célèbre philosophe allemand Arthur Schopenhauer la même critique et la même vision apocalyptique des rapports hommes-femmes. Et il est intéressant de noter que la mère de Schopenhauer tenait un salon et était intellectuelle. Alors, est-ce que les femmes sont libres au XVIIIe siècle? Ces femmes que rencontre Casanova et que rencontre Jean-Jacques Rousseau, surtout Casanova d'ailleurs, ce sont des comédiennes, des chanteuses, des femmes dans le spectacle. Elles, ces femmes-là, ont vraiment accès au vaste monde, voyagent, et aussi, je rappellerai ce texte merveilleux de Virginia Woolf sur qu'est-ce qui peut faire une femme libre, c'est avoir une chambre à soi et être financièrement indépendante. Et ces femmes qui travaillent dans le spectacle sont les seules à jouir de cet avantage. Parce qu'il faut dire aussi au départ, c'est qu'au XVIIIe siècle, une femme ne peut pas travailler, sauf les 80% qui n'arrêtent pas de travailler. Elle n'a aucun moyen de survivre si elle perd son mari ou si il engloutit sa fortune. Et la seule chose qui était possible pour une femme d'un milieu bourgeois et qui avait fait un peu d'études, c'était justement d'être lectrice, c'est pourquoi j'ai choisi ce personnage pour Marie-Antoinette, ou bien gouvernante dans des familles aristocrates, où c'était la seule possibilité. Alors, ce qui va détester dans ces femmes libres est particulièrement illustré par le personnage de la salonnière. Alors, je vais vous présenter rapidement la question des salons, parce que ce n'est pas une évidence. Ça commence au XVIIe siècle. Une femme qui s'appelait Madame de Rambouillet prend ses distances par rapport à la cour du roi, parce qu'à ce moment-là, la cour du roi, et c'est vrai, ça va durer très longtemps, et je pense que ce n'est pas qu'en France, est totalement dominée par des mœurs brutales, qui sont celles de la guerre ou de la chasse. Et on ne parle que de guerre et de chasse. Et la chasse va être jusqu'à la Révolution, et au-delà, puisque Napoléon va vouloir faire comme les rois, mais il était nul en fait. Il chasse le lapin, c'est la honte absolue. Et la chasse était vraiment la grande activité des rois. Et vous êtes sans doute au courant que dans le journal de Louis XVI, qui était son journal de chasse, le jour du 14 juillet, il ne met rien. Parce qu'en fait, il n'a pas chassé. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu la Révolution. Ça veut dire que ce jour-là, il n'a pas pu aller à la chasse. Madame de Rambouillet, qui est une femme de l'aristocratie, qui a été mariée à 12 ans, je crois, 14 ans, qui a 7 enfants, n'aime que lire. Et comme elle est riche et que son mari est extrêmement amical, elle va ouvrir un salon qui s'appelle le salon La Chambre Bleue. Et c'est le premier salon féminin, et c'est merveilleux. Elle reçoit dans son lit et la ruelle et l'espace entre le lit et le mur. Et c'est là où les amis viennent. Et Madame de Rambouillet avait toujours froid. Et donc, eux, ils sont là, un peu comme ici, d'ailleurs, ils crèvent de chaleur. Et elle est sous ses couvertures et tout. Et elle raconte des histoires. Et moi, j'adore le Salon Bleu, la Chambre Bleue, parce que c'est comme un conte d'enfant, non ? Et non seulement les gens racontent des histoires, se racontent des histoires, mais ils écrivent des poèmes. Et aussi, l'écrivain célèbre à cette époque était Mademoiselle de Scudéry. Elle écrit des romans qui mettent en scène les amis de la Chambre Bleue et eux-mêmes jouent les scènes qu'elle écrit. C'est extraordinaire. Ce salon, qui est un salon du XVIIIe siècle, créé par une femme vraiment exceptionnelle, mais qui n'écrit pas, l'idée va être prise au XVIIIe siècle, mais à ce moment-là, c'est différent. Ça va être des salons
moins axée sur le merveilleux, parce qu'il y avait aussi des mises en scène. Elle avait planté un champ de blé devant la fenêtre de sa chambre. Les salons au XVIIIe siècle vont changer de style. Et d'abord, il y en aura beaucoup plus. Il y en aura aussi en province. Mais les salons célèbres sont parisiens. Ça, c'est quelque chose de la France, où tout se passe à Paris. et où c'est en train de changer, mais pendant très longtemps, ça a été le cas. Donc, les salons sont parisiens et ils sont tenus par plusieurs femmes. Je vous dis les noms, mais j'ai pris le livre de ma préférée, Madame du Défunt. Mais il y a aussi le salon de Madame Geoffrin, qui est plus bourgeois et plus ouvert aux philosophes. Diderot, Rousseau, bon, il y va juste une fois parce qu'il ne pouvait pas supporter les salons. Et peut-être plus tourné vers les idées nouvelles. Il y a le salon de quelqu'un que je trouve très intéressant qui s'appelle Madame de Tencin, qui était une femme qui avait été mise de force au couvent par ses parents, comme ça se faisait très souvent, pour garder l'héritage des frères et sœurs, et qui toujours, chaque année, a rappelé en signant qu'elle avait été mise là contre son gré. Et finalement, à la mort de Louis XIV, elle est libérée et elle ouvre un salon, qui est aussi un signe du bonheur de la société. Et il y a aussi Julie de Lespinasse, qui était proche de Madame du Défunt, et qui ouvre un salon qui est d'abord dans le salon avec Madame du Défunt, et qui, à un moment, va rompre et ouvrir un salon en face de chez Madame du Défunt, le pire qui puisse vous arriver. Parce que comme ces salons sont nombreux, il y a une rivalité entre, et par exemple, c'est très important de choisir un jour que votre meilleur ami ne choisit pas. Au contraire, si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup, c'est mieux de choisir le même jour, comme ça bloque sa clientèle. Donc il y a toute une émulation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces salons ? Alors, d'abord, ça suppose que la personne ait quand même les moyens, parce que c'est un assez grand espace, pas immense, mais un assez grand espace. Et souvent, la femme, Madame du Défunt, par exemple, elle n'a pas de fortune personnelle, elle est protégée par le duc de Choiseul, un ministre d'État. Et donc, le salon est ouvert chaque jour à une certaine heure. Ce n'est pas sur invitation, c'est toujours le même groupe d'amis, mais on peut convier un ami de passage à venir. La femme qui tient salon est presque toujours la seule femme, et autour, c'est une population masculine. C'est déjà pour vous dire que ce n'est pas des lieux féministes. Il ne faut pas projeter. Et ce qu'on fait dans un salon, c'est lire des œuvres en cours, jouer la comédie, jouer aux cartes, parce que c'est un siècle où on est fou des cartes, et aussi recevoir des nouvelles de l'étranger. Parce que c'est une époque où il est très très dur d'être informé. Presque personne ne peut lire le journal, c'est extrêmement cher. Et donc, le salon sert de relais aux nouvelles venant de Russie ou d'Italie ou d'Angleterre. Et la dame qui tient le salon invite le diplomate à lire les nouvelles. C'est aussi une manière de subvertir l'emprise de la cour, parce qu'on est entre personnes avec qui on a confiance. Et c'est quelque chose du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, en dépit de ce qu'on a pu dire après la Révolution, était relativement libre. Était une époque où des idées extrêmement contestataires et subversives circulaient. Et je voudrais dire aussi, pour rétablir un peu la vérité, c'est que autant le règne de Louis XIV et le règne de Louis XV sont des règnes ruinés par les guerres, autant le règne de Louis XVI est celui qui vraiment veut la paix et croit en l'harmonie et croit au peuple. Donc l'histoire est souvent extrêmement injuste. Qu'est-ce qu'on fait dans ces salons ? Et c'est ça qui me fait rêver. Eh bien, essentiellement, on parle. Et il y a des règles de conversation. Et après la Révolution, les nostalgiques de l'Ancien Régime ont écrit, moi c'est quelque chose qui est un peu ma spécialité, ont écrit des mémoires
un peu comme Marcel Proust a écrit ses mémoires au moment où il a vu que le monde changeait. C'est des mémoires publiées sous Napoléon, donc au XIXe siècle, mais qui recréent un monde disparu. Et moi, j'adore ces livres, et c'est pour ça que je suis si heureuse aussi qu'il y ait un film, et même 2 films, parce que c'est une manière de sauver le passé et de le sauver de la manière la plus vivante qui soit. Et ces mémoires, quand j'ai écrit Les Adieux à la Reine, qui effectivement sont passionnés par le détail, je m'aide beaucoup des mémoires, c'est-à-dire je lis l'histoire et je sais comment tout se passe et pourquoi, mais la touche sensuelle qui fait que quelqu'un a vraiment vécu là, et je trouve que c'est ça qui est bouleversant, je la tiens des mémoires et des correspondances. Ces mémoires, dans un de ces mémoires, quelqu'un qui vivait à cette époque, l'abbé Morellet, a écrit Un art de la conversation, et il donnait toutes les erreurs à ne pas commettre. Et je vais vous les dire parce que c'est assez drôle par rapport à la manière dont on parle maintenant. Pour rien dire du smartphone. Alors, les erreurs à ne pas commettre. Il y a l'inattention, l'habitude d'interrompre et de parler plusieurs à la fois, l'empressement trop grand de montrer de l'esprit, l'égoïsme, le despotisme ou esprit de domination, le pédantisme, le défaut de suite dans la conversation, l'esprit de plaisanterie, l'esprit de contradiction, la dispute, la conversation particulière substituée à la conversation générale. Et je trouve que c'est très intéressant. Parce que d'abord, vous pouvez vous-même le sentir, ça veut dire que la conversation, à cette époque, est pensée comme une sorte d'art musical. Et c'est un peu comme chaque séance de salon, c'était comme une œuvre d'art. Et c'est aussi pour ça que je suis assez dédiée à ces femmes, parce qu'elles se sont vouées à une suite d'art, de performances, dont il ne reste aucune trace. C'est à nous de réinventer ce qui a pu se passer, puisque ce qui se disait, il ne reste rien. Et leur voix, on ne sait pas. J'ai lu des choses, mais on ne sait pas vraiment. Et donc, il fallait ne pas faire ces erreurs de conversation pour que la soirée soit magnifique. Et c'est une forme, je trouve, et d'intelligence et de générosité très louable. Et comme vous pouvez voir, l'inattention, c'est quelque chose qu'on vit tout le temps. Et La Rochefoucauld disait qu'il n'y a rien de pire quand on parle à quelqu'un de penser qu'il est déjà... non seulement il ne vous écoute pas, mais il est en train de penser, lui, à sa réplique. Ou bien, vous parlez à quelqu'un et tout de suite, il se dit, mais il y a peut-être quelqu'un de plus important à côté, donc il part avant que vous ayez terminé votre phrase. Et l'habitude d'interrompre et de parler plusieurs à la fois, alors ça, c'est typiquement français, italien, je ne sais pas, ici, peut-être pareil. Et Madame de Staël, qui était une grande salonnière aussi, elle disait cette chose que j'adore, où elle disait, elle aimait interrompre, et elle disait, mais c'est terrible parce qu'en Allemagne, en allemand, le verbe vient à la fin de la phrase. Donc il faut attendre que quelqu'un arrive jusqu'au bout de la phrase pour savoir ce qu'il veut dire. Et il parle aussi de l'égoïsme, qui ne parlait que de soi, et quelque chose dont moi j'ai vraiment horreur, qui est le despotisme ou l'esprit de domination. Ces personnes qui se servent de la parole pour vous dominer. Et ça, c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, il y avait, et Rousseau, les misogynes le disent, l'acceptent, pendant très longtemps, comme on sait, dans un couple, l'homme parlait et la femme écoutait. Ou alors, l'homme disait des choses sérieuses et la femme bavardait. Et ça, je pense que c'est lié à la parole comme une posture de pouvoir, dont je ne vais pas abuser, puisque je l'ai. Et le pédantisme, c'est-à-dire parler pour dire ce qu'on sait, et aussi une des origines du salon, c'est de faire se mêler les gens du monde, qui avaient la politesse, l'art de vivre, parce que c'est aussi une voie vers la sociabilité, de faire se mêler les gens du monde, les aristocrates, et
les philosophes, les gens qui travaillent, qui étudient, qui ne sont pas particulièrement policés et habiles dans la société. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant, parce qu'il y a une sorte d'injustice entre des gens très à l'aise, brillants, style Cocteau, et des gens qui en réalité sont des auteurs extraordinaires, mais qui ne sont pas du tout à l'aise dans le monde. Et l'idée du salon, c'était que les deux se réunissent, les deux se parlent pour échanger les qualités. Et ça, c'est une idée magnifique. Il vise aussi l'esprit de plaisanterie, mais là, je suis vraiment contre, parce que si on est en société, c'est quand même pour être drôle, je trouve. L'esprit de contradiction, et ça, c'est assez exaspérant, enfin, dès qu'on dit quelque chose, quelqu'un qui vous dit le contraire. La dispute, qui revient au même, et la conversation particulière substituée à la conversation générale, qui revient à ce que je vous disais, de ne pas penser cette soirée comme une suite d'apartés, mais comme une performance. Ce qui va faire de ces femmes qui tiennent salon des femmes influentes, c'est qu'on est donc au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, et c'est le moment où la philosophie s'incarne dans des penseurs très importants et où les salons permettent, par la parole, parce qu'on est dans une société orale au XVIIIe siècle. Il y a peu de livres, peu de gens lisent, et donc tout ce qui passe par l'oralité est essentiel. Et si vous imaginez une rue au XVIIIe siècle, il faut penser que les nouvelles sont criées, qu'il y a il y a énormément de bruit, il n'y a pas de trottoir, les chevaux vont à toute allure, écrasent les gens, etc. Les gens versent leurs poubelles par les ordures par la fenêtre. Il faut imaginer, comme j'ai imaginé le château, que ce n'est pas des lieux aseptiques, ce n'est pas des musées, c'est des lieux incroyablement vivants, intenses, où on parle beaucoup et où les nouvelles se discutent. Ces femmes qui tiennent salon, leur force, ce n'est pas leur éducation, et d'ailleurs elles vont très souvent se plaindre de ne pas avoir eu accès à une vraie éducation, parce que l'éducation d'une femme à cette époque, si elle est dans un milieu un peu riche, elle est au couvent, on met les petites filles très tôt au couvent, vers 5 ans, et elles sortent pour être mariées entre 13 et 15 ans, 14 ans. Et entre-temps, on leur apprend à prier, bien sûr. Madame du Deffand, très petite, a dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Et on lui amène un confesseur célèbre et il dit, bon, il n'y a rien à faire. Donc, on leur apprend à prier et à coudre, à broder, bien sûr, à peindre et à danser. Donc, vous voyez très bien, on leur apprend les arts d'agrément de façon à ce qu'elles soient un élément décoratif dans la vie du couple ou dans la vie de la cour ou dans le château qu'elle va occuper plus tard. La femme est là pour décorer et surtout, comme on va le voir pour Marie-Antoinette, pour avoir des enfants et assurer une dynastie. Et pour ça, c'est vrai que ce n'est pas la peine de s'embarrasser de livres. Est-ce que ce pouvoir des femmes qui tiennent salon est effectif ou bien c'est un fantasme? Moi, je dirais qu'il est en partie vrai et que, au moins dans l'opinion publique, que ces femmes reçoivent, soit en dialogue avec les plus grands philosophes de leur temps, échangent des correspondances, permet d'accéder à l'idée d'une puissance intellectuelle possible des femmes. Et de ce point de vue, les salons, je pense, c'est une institution qu'il faut vraiment saluer et en perpétuer la mémoire. Celle qui va faire la transition entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, c'est Madame de Staël, parce qu'elle va être la première, à la suite de sa mère, à ouvrir un salon qui soit franchement politique. Et elle va s'enthousiasmer pour les idées de la Révolution et ensuite fuir pour échapper à la terreur en Suisse, où elle était. Et le reste de sa vie, avec son compagnon, Benjamin Constant, elle va réfléchir sur cette question, comment les idées de 1789 ont pu aboutir à la terreur. Et
Madame de Staël est vraiment la première grande intellectuelle française, suisse, à penser et la philosophie, et la littérature, et la politique. Et elle va être, et ça c'est très intéressant, l'ennemi de Napoléon, qui va voir en elle, comme Rousseau a vu dans Les femmes françaises un cauchemar, qui va voir en elle tout ce que lui, Napoléon, pouvait détester. Une femme qui écrit, une femme qui parle, parce qu'elle parlait énormément, et une femme qui est au moins aussi intelligente que lui, simplement son registre, c'est la stratégie mentale et non la stratégie des champs de bataille. Donc, Madame de Staël, j'imagine qu'elle est traduite, mais vraiment, je trouve qu'on ne l'étudie pas assez. C'est ainsi qu'on arrive à l'autre. J'arrive à l'autre personnage sur lequel je vais passer assez rapidement, parce que ça sera dans la vision de Marie-Antoinette, qui est le personnage, après la femme qui tient salon, le personnage de la femme favorite, c'est-à-dire la femme qui est choisie par le roi pour... alors je vais le préciser, c'est Madame de Pompadour, et elle est celle que Louis XV va choisir, elle est sa favorite, et ce qui est passionnant dans son personnage, c'est qu'elle est favorite, donc elle dépend que du bon vouloir du roi, mais en réalité, elle va exercer les fonctions de sorte de ministre de la Culture. Et c'est elle, Madame de Pompadour, qui fait le lien entre la cour, Versailles, où se discute aucune idée, il faut vraiment le dire, et c'est vrai tout au long. Sous Louis XIV, c'est différent, mais Louis XV et Louis XVI, il n'y a aucune idée discutée à Versailles. Tout se passe à Paris, et tout finira par se passer à Paris. Et Madame de Pompadour fait le lien entre Versailles, donc entre le château de Versailles, et les artistes français de cette époque, et en particulier les philosophes Diderot, Voltaire, Rousseau, et les gens qui écrivent du théâtre. Marivaux, par exemple. Elle a donc une fonction énorme, mais elle joue le jeu, et elle apparaît comme un élément purement décoratif. Et si on regarde de plus près, c'est vraiment une histoire cruelle, parce qu'en réalité, on pense toujours que c'est un lien sexuel, mais entre Madame de Pompadour et Louis XV, c'était sexuellement pas du tout réussi. Et c'est donc un lien en réalité mental et d'affection. Et à la fin de sa vie, elle était tuberculeuse, elle fait des efforts héroïques pour le cacher. Et donc il y a une sorte d'agonie sous les ors et sous le maquillage et les robes incroyables que je trouve très très bouleversant. Après Madame de Pompadour, Louis XV va renoncer à toute ambition intellectuelle et il aura pour favorite Madame du Barry, qui est vraiment, alors là, purement un élément de plaisir. Et c'est à ce moment-là que Marie-Antoinette arrive en France pour épouser donc le petit-fils de Louis XV, qui est Louis XVI. Parce que le père, c'est-à-dire le fils de Louis XV, était mort, et c'est le petit-fils qui va régner, donc Louis XVI, dont a parlé tout à l'heure M. Chipsau. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire tout de suite aussi avec Louis XVI, c'est qu'en réalité, il n'avait pas envie d'être roi. Et il a vécu ça comme un fardeau. Et je trouve ça très, très... Un jour, j'avais fait une conférence là-dessus sur combien Louis XVI ne voulait pas être roi, combien Louis XVI ne voulait pas le pouvoir. Et c'était assez drôle parce que c'était au moment de la campagne de Sarkozy, où tout le monde vibrait vers le pouvoir. Et l'idée qu'on reçoive le pouvoir comme une sorte de malédiction, c'était vraiment comme une chose de science-fiction, non ? Et donc comme ça vient d'être dit, elle a 14 ans et demi, elle épouse ce roi qui a 16, 17 ans, pas plus, qui est très timide. C'est un mariage qui est donc arrangé par Marie-Thérèse d'Autriche, qui a cette stratégie de faire des enfants pour faire aboutir sa politique.
et qui éduque très bien les fils parce qu'ils seront rois. Par exemple, il y en a qui sont en Italie, il y en a un peu partout, des enfants de Marie-Thérèse. Et les filles, non. Les filles n'ont pas d'éducation. Elles n'ont pas d'éducation parce que ce n'est pas la peine dans l'optique de leur mère. Il suffit qu'elles soient jolies, qu'elles sachent danser. Marie-Antoinette dansait très bien. Elle chantait aussi, c'est une tradition viennoise. Et qu'elle charme. Et elle était charmante. Ça veut dire aussi que la pauvre petite, quand elle arrive en France, d'ailleurs, elle écrit, c'est pour ça qu'elle fait cette tâche terrible, elle savait très mal écrire. Les lettres de Marie-Antoinette, ça fait de la peine. Elle savait très, très mal écrire. Elle savait rien sur la France. Donc, elle est livrée dans une cour malveillante, parce que traditionnellement, l'Autriche est ennemie de la France. Elle est otage d'une politique et elle se trouve mariée à un jeune homme qui lui-même n'a pas confiance en lui. Donc c'est vraiment, en dehors des signes prémonitoires, c'est vraiment une situation catastrophique. Et pour rendre les choses plus terribles, pendant 7 ans, le couple, ce jeune couple, n'arrive pas à avoir d'enfant. Et c'est seulement après la visite du frère de Marie-Antoinette que quelque chose est fait au roi, ou bien il se dégourdit et il ose lui faire l'amour, mais il faudra 7 ans pour qu'il y ait un premier enfant. Et pendant tout ce temps, Marie-Antoinette risque d'être répudiée comme la femme qui ne peut pas porter enfant. Et j'ai écrit un livre sur les pamphlets contre Marie-Antoinette, parce que ces 7 ans vont être terribles, parce qu'on va la dépeindre comme une femme qui ne peut pas être mère, donc une femme qui est libertine, qui cherche son plaisir ailleurs, une femme qui, en fait, est celle qui a des maîtresses, alors que jusqu'alors, c'est le roi. Mais Louis XVI n'avait pas de maîtresse. Il y a une phrase de Léon Bloy atroce où il dit « Louis XVI n'avait pas de maîtresse, c'est tout ce qu'on peut en dire ». Louis XVI va rompre la tradition des rois de France, qui ont tous des maîtresses et qui ont installé leurs maîtresses à côté des appartements de la reine. Au contraire, Louis XVI va vraiment aimer Marie-Antoinette et la respecter. Et elle, pendant tout ce temps, elle va vivre une vie de jeune fille et donc porter des très jolies robes. Et donc, on va la stigmatiser, la critiquer pour sa frivolité. Et elle va devenir comme ça, pour la France, et même maintenant, l'emblème d'une femme égoïste, superficielle. Et c'est pas dit, mais quelquefois c'est à mi-mot, pas très intelligente. Et ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est la profonde injustice de cette vision caricaturale de Marie-Antoinette, qui reposait essentiellement sur la misogynie, le fait qu'une femme soit plus visible que son époux et que la reine soit plus de désir de vivre que Louis XVI. Et aussi, à travers elle, c'est des thèmes racistes. En tous les cas, elle est présentée comme débauchée et étrangère qui vont circuler. Et elle sera appelée l'Autrichienne. Ce qui fait qu'au moment de la Révolution, toute la haine du peuple français contre la royauté va se déverser sur elle. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut dire, parce que le monde est, comme vous savez, est complexe et perfide, c'est que les premiers pamphlets sont certainement écrits à l'instigation du frère du roi. Ce qui voudrait dire que la cour française était divisée et que l'ennemi était à l'intérieur. Donc, au moment de la Révolution, Marie-Antoinette va incarner toutes les fautes, tout ce qu'on peut imputer au royaume de France, à l'économie française. Et lorsqu'elle sera en prison, et après surtout quand elle va passer en jugement, il n'y aura aucune limite aux accusations portées contre elle, et ça ira jusqu'à ce qu'on l'accuse d'inceste. Donc, j'ai fait ces recherches parce que je trouve très important de tracer une ligne entre la calomnie et le couperet de la guillotine. Et ça, c'est contre, pas alors du coup, c'est pas contre l'idéalisation
romantique, mais c'est contre l'idéalisation d'une certaine révolution française. Est-ce que Marie-Antoinette avait vraiment du pouvoir? Pour la favorite, j'ai répondu au sens où le pouvoir de la favorite, il est purement culturel. Et Marie-Antoinette, est-ce qu'elle avait du pouvoir, comme les gens l'ont fantasmé? Elle avait certainement une certaine influence sur le roi, au sens où elle l'influençait sans doute pour choisir certains ministres, mais c'est tout. Je veux dire, elle n'a jamais été à un conseil, elle était vraiment à côté. Et donc, il faut dire aussi qu'en France, c'est impossible qu'une reine, qu'il y ait une reine au pouvoir. Elle était l'épouse du roi. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi salique, qui fait qu'une femme ne pouvait pas occuper le pouvoir uniquement comme régente, c'est-à-dire dans l'intervalle entre la mort d'un roi et le temps où le futur roi était encore trop petit. Donc, comme l'ont dit certaines femmes, d'autres femmes guillotinées, il est quand même très injuste, quand on n'a aucun pouvoir politique, d'être puni de mort pour des crimes qu'on ne peut pas, de toute façon, accomplir. Cette question du pouvoir m'amène à la question de quel type de pouvoir ces femmes souhaitaient et quel type de pouvoir nous, maintenant, on peut souhaiter. Alors, je fais un saut fantastique, romanesque, à notre époque. Et pour vous dire deux mots sur la situation en France, où bien entendu maintenant, bon d'abord en France, nous avons une secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, ce qui est quand même intéressant à souligner. Et j'ai été très frappée par les images du Festival de Cannes, où on voyait 82 femmes sur les marches, sur le fameux tapis rouge. Et ces 82 femmes, qui étaient toutes des femmes de l'industrie cinématographique, manifestaient pour dire qu'elles étaient le symbole des 82 femmes qui avaient été retenues en compétition contre 1688 hommes. Depuis la création du festival en 1946. C'est quand même proportionnellement impressionnant. Et du coup, j'ai regardé mieux sur ce qui se passait en France. Et il est évident que ce que je vous ai dit sur les salons, maintenant, toute femme peut l'exprimer. Et non seulement cet interdit que les femmes intériorisaient, qui était écrire, puisqu'une femme ne devait pas s'afficher. Donc, il y a très peu de femmes écrivains au XVIIIe siècle. Quelquefois, elles écrivent, mais elles ne signent pas de leur nom. Par exemple, une des plus célèbres au XVIIe siècle, Madame de Lafayette, ne signait pas de son nom. La première qui vraiment ose signer, ça va être encore une fois Madame de Staël. Et les autres, leur talent extraordinaire passe dans la correspondance, parce qu'elles n'osent pas s'assumer comme auteur. Alors ça, évidemment, maintenant, c'est complètement des temps anciens. Et il y a énormément d'auteurs et d'écrivains en France. Mais si on pense aux prix littéraires, par exemple, ils sont très majoritairement donnés aux hommes. Mais par contre, l'opinion circule aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes. Et les femmes sont parfaitement diffusent parfaitement l'opinion et la créent pareil. Peut-être l'envers de cette conquête de l'égalité, vers l'égalité, qui est encore, je le souligne, une conquête quand même, c'est de se demander quel type de pouvoir il faut désirer. Est-ce qu'il faut le pouvoir à tout prix, ou est-ce qu'il ne faut pas aussi s'interroger sur un pouvoir qui serait d'abord l'amplification de nos talents et qui serait d'abord une manière de nous réaliser nous-mêmes. Et non, parce que c'est une voie très délicate quand même. On peut se trouver pris dans des engrenages où on se trouve aussi aliéné
que si on n'a aucun pouvoir. Et donc j'ouvre sur ces vraies questions. Et pour terminer, je vais terminer sur une citation de Madame de Staël que je trouve extraordinaire, où elle a écrit, parce que Madame de Staël a une gloire très rapide, et elle a été, en 1800, celle qui ouvrait le nouveau siècle. Et c'est un siècle qu'elle a ouvert en faisant entrer la littérature étrangère dans la littérature française. Et donc sa gloire a été immédiate. Et au même moment, Chateaubriand, exactement au même moment, écrit Le génie du christianisme, et il va chercher à relier la tradition passée française à une lecture chrétienne du monde. Madame de Staël va ouvrir une voie laïque et fondée sur l'énergie intellectuelle. Et donc elle est devenue célèbre très tôt, et comme elle était extrêmement riche, son château était, qui est sur le lac Léman, qu'on peut visiter, son château était un lieu où passer. Elle a commencé, par exemple, tout le travail de traduction. Son château est un lieu où passaient essentiellement des Allemands, parce qu'elle s'est tournée, mais aussi des Anglais. Et aussi, elle a commencé à faire rayonner le théâtre allemand, et il passait aussi des Russes. Donc son château était un centre international. Et elle a eu cette phrase parce que sa vie privée était très difficile et même douloureuse. Elle a dit « La gloire est le deuil éclatant du bonheur ». Phrase que je trouve vraiment splendide. Et pour terminer, je pose cette question. Est-ce que quelquefois le pouvoir n'est pas le deuil éclatant du bonheur? Voilà, je vous remercie et posez-moi des questions. Merci de nous raconter toutes ces histoires. J'étais un peu frustrée parce que j'adore les histoires, comme vous. Je me souviens de Madame Jiang Qing. Oui, Quand elle a été arrêtée en 1976, il y avait de la protestation par des écrivains français devant l'ambassade chinoise à Paris. Oui. oui, Et l'idée ou le mémoire peut-être sont similaires oui, de ceux de Marie-Antoinette. oui, absolument. Tout Oui. le blâme. Exactement. Oui, Et les mêmes ce sont critiques. La critique de la coquetterie, d'acheter des chaussures. Parce que je pense qu'une femme, quand elle est la cible de l'hostilité, c'est toujours la même chose qu'on dit, non? Elle est une séductrice et en réalité, les mauvais aspects de l'homme dont elle est la compagne, c'est elle qui sournoisement, indirectement, les insuffle. Il y a une sorte de stéréotype de la femme séductrice qui, dans la Bible, qui commence avec Ève. Il y a eu le paradis terrestre, et puis Adam était quelqu'un de très bien, irréprochable, et Ève a écouté le diable, qui en plus lui offrait la connaissance. C'est quand même génial. En fait, il lui offrait d'offrir un salon. Si elle voulait ouvrir un salon au paradis, il y avait de la place, ce serait formidable. Elle pourrait inviter ses amis, voilà. Et donc, elle a été chassée. C'est exactement le même... le stéréotype, comme vous voyez, est ancien. Il est à l'origine même. Comment est-ce que vous comparez ces salonnières en France de ce siècle et les madames et mesdemoiselles dans les salons du thé en Angleterre pendant la période victorienne? On parlait beaucoup de commerce, n'est-ce pas? Merci parce que j'avais voulu. Merci parce que je voulais aussi parler de ce qui se passait en Angleterre à ce moment-là. Et en Angleterre, à ce moment-là, il y a des clubs qui sont fermés aux femmes. Et dans les clubs, mais vous savez mieux que moi ça, mais dans les clubs anglais, les hommes se retrouvent
discutent les nouvelles, comme dans les salons français, fument, jouent aux cartes, et ils sont fermés aux femmes, comme les pubs à cette époque. Et du coup, les femmes, elles se réunissent, prennent le thé, discutent ensemble. Mais je pense que la différence avec les salons, c'est qu'on n'a aucun souvenir précis de ces salons. C'était des réunions entre amis. Il n'y avait aucune qui avait aucune n'accède à une grande célébrité intellectuelle. Et surtout, je pense que c'est des conversations quotidiennes. Alors que dans les salons, comme je l'ai montré, il s'agit de réussir un travail harmonieux, comme nous quand on a des tables rondes. Il s'agit vraiment d'obtenir quelque chose de brillant. Et ça, c'est un autre point qui serait intéressant à analyser, c'est la question de l'esprit. Il fallait avoir de l'esprit. Ce que devait détester Rousseau, d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'avait aucun esprit. Il était très intelligent, grand philosophe, mais il n'avait pas d'esprit. Et l'esprit, c'est une notion très singulière, parce que ce n'est pas nécessairement l'intelligence, oui, ça l'est, mais c'est quelque chose qui est dans la rapidité de la répartie. Avoir de l'esprit, c'est pas rater l'instant où on peut dire quelque chose qui va faire rebondir la conversation. Et ça veut dire aussi que c'est le contraire du pédantisme, c'est-à-dire ces gens qui, on commence à parler avec eux et ils vous racontent entièrement leur dernier livre, par exemple, ou le livre qu'ils sont en train d'écrire ou qu'ils veulent écrire, ou cauchemar. Et l'esprit, c'est justement la personne qui passe, un peu comme un oiseau, et ça se pose comme ça, et ça diffuse l'esprit au sens de la vie, en fait. Alors, je pense aussi du personnage de George Sand, l'âme sœur du musicien Chopin. Oui, enfin oui, l'âme sœur. Elle était plus tard. Oui. C'est le commencement, au commencement oui. de la siècle dit plus tard. Oui. Oui. Elle était plus forte, plus sophistiquée. Alors moi, C'était une continuation du salon, oui. Oui, alors elle n'a pas tenu de ça. Enfin, oui, à la fin de sa vie, oui, dans sa maison. Mais alors moi, c'est un personnage de femme que j'aime. Mais ça dit aussi la question des femmes, parce qu'elle a donc pris, elle s'appelait Aurore. Elle a pris un nom masculin, George Sand, pour écrire. Elle signait donc d'un nom masculin. Elle sortait dans Paris très souvent habillée en homme. Ça, c'était vers 1850, par là, l'époque de Flaubert. Donc c'est pour vous dire, j'ai parlé du XVIIIe siècle, mais j'aurais pu aussi parler du XIXe siècle. Pour se sentir, pour pouvoir vivre sa vie. Et d'abord, on la marie, elle est mariée avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle divorce, ce qui est très rare à cette époque. Elle va élever seule les 2 enfants et elle va vivre de sa plume. C'est pour ça, d'ailleurs, à mon avis, c'est pas un bon écrivain. Mais enfin bon, je garde ça pour moi. Je n'aime pas du tout le style de George Sand. C'est une écriture lourde. On sentait qu'elle était payée à la ligne, donc c'est dilué. J'ai horreur de ça, vraiment. C'est le contraire du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, l'écriture est extrêmement rapide, condensée et va droit au but. C'est comme Mozart. C'est la même chose, c'est la même musique. Et George Sand, qui est un personnage vraiment passionnant, ses romans, je trouve, c'est plat. Peut-être ils étaient des personnages premiers qui se présentaient dans l'image de Tomboy. Oui. Yeah. C'est le commencement de l'image Tomboy. Oui. Et elle était. Masculin. Oui. Hein? Oui, elle était un personnage. Mais c'est quand même significatif qu'en effet, pour vivre sa vie d'écrivain, elle doit prendre un nom d'homme et souvent s'habiller en homme. Quand même. Et là aussi, il faut quand même le dire parce que c'est important. George Sand était d'une famille, elle n'était pas riche, mais elle avait quand même un lieu très beau dans le Berry qu'il faut visiter si vous allez en France. C'est vraiment beau, très intéressant. On comprend vraiment qui elle était.
Et donc, elle avait quand même des ressources. Toutes ces femmes dont on parle, c'était quand même un problème, puisqu'elle, elle écrit pour gagner sa vie. Mais elle est un personnage génial, ça c'est vrai. Oui. Et Flaubert l'a respectée énormément. Et d'ailleurs, les lettres entre Flaubert et George Sand sont très très belles, vraiment. Alors, vous voulez poser des questions? La mademoiselle? Oui. Yes, one by one. Yeah. Okay. My question will be in English. Ça va? Okay. Thank you very much for such a wonderful talk. I have basically two questions. The first one is about the difference between the salon held by those females and those held by males. Because as you just compared that between England and in France, I would like to also know about is there any difference between those held by French male and those held by French female? Because from what I understand, like you mentioned that those held by female is more about the daily life and less about this intellectual life. So I wonder if there is such a huge difference. And if the salon in French in general, I would say, can develop into the salon we see in 20th centuries. For example, that's scene held by Gertrude Stein and Ernest Hemingway and all those other things. So I would like to know, is there any process in which this salon can develop from a gender segregated one to a mixed gender one, where women can gain more says in that kind of salon? Is that clear? Yes, very okay, clear. this is the first question. Yes, very clear. Thank you very much. It's a very interesting question. Because, first of all, in the 18th century in France, there are only, all the salons are held by women. There is absolutely no men, as if the woman was really made for that, to receive people, to make them feel good. So it's a sort of maternal role. It's a woman role in a sense that you help them to feel smart and to talk and to be brilliant. In England, at the same time, the men who gather in a club, they don't care about being very polite and very nice to each other. They just talk and discuss and argue. So it's a very different tone. And in England at that time, the women drinking tea together, they have no intellectual ambition. So I guess sometimes it was fun to be with them, but they don't feel that they have a function like the. And what happened in the 19th century is that there are still many salons, and it's mainly women, but then there are some men who start to have a salon. And then in the Proust, Marcel Proust time, there are salons, and especially Mallarmé. The most famous was the salon tenu par Mallarmé. And it's more artists who go there, like Monet, the Impressionists, and poets. And in the 18th century, it was more philosopher, writer. No artist would go. And it would be great to write something from les salonnières du XVIIIe siècle until Gertrude Stein, for sure. Because Gertrude Stein, as you know, she had a salon right near le Luxembourg. And she would have this salon with her lover. What was her name? Alice Toklas. Alice Toklas. So it was a couple, two women, which is quite new compared to what was going on in the 18th century. But they were repeating what I said before about the man talking and the woman saying nothing. Gertrude Stein would speak, and Alice Toklas, nothing.
She would say nothing. And Gertrude Stein would talk to the men, for instance, Hemingway, the American writer. And if he came with his wife, Aristocles was supposed to talk to the wife. Because for Gertrude Stein, a wife was nothing. She was only interested in not in men, it's not the thing, but in artist power, in the power of artists. She would talk only to genius. If you were not a genius, forget it. You go to the Luxembourg and read a newspaper and play with your children. So there is a continuity in a sense that there is an ideal, a desire for intelligence as the real power in the world, which is something really true in a way. That intelligence changes the world. If you think of Sartre, Jean-Paul Sartre, or Simone de Beauvoir, or of Michel Foucault, or Roland Barthes, these people really changed the world. It's true. Il y a des personnages comme Bernard Shaw ou professeur Higgins dans My Fair Lady, la maladie de la misogynie. C'était la même chose en France aussi. Oui. Non, misogynie. Oh, for sure. Yes. There is a real misogyny, but I think As the English. I think Gertrude Stein was a real misogyne. Yes. Sometimes women are the worst misogyne. Let's face the truth. It's true. So my second question is about the same-sex relationship in the 18th centuries. I think together with Gertrude Stein and Aristocles, I think the owners, the book owners of the Shakespeare bookstore, is supposed to be the first ever same-sex couples known in the French history. So I'm not sure about that. And I know that you, as you said, you read a lot of memoirs ever since read those written in 18th centuries. I would like to know if there is any case about this so-called lesbianism or the same-sex couples back to that time, or any cases about that. Thank you. You know, maybe. Marie Antoinette was once accused of having a lesbian relationship with her lady friend called Madame Lombard. And I don't think that is true. Right, Lombard. She was killed during the revolution with her head cut off, put on a pike, shown outside the window of Marie Antoinette. There were these gossips of carefree sex. Sexuality, including lesbianism, I think against Marie Antoinette, as far as I know, with my limited knowledge of that period of history. But I don't think these turned out to be true, as she was accused of having incest or teaching the prince incest during the trial. That was angrily denied, right? Really answer the question. We can talk. Bonjour, Monsieur Pauvre, Merveilleux Disco. May I ask two questions in English? Yeah. The first question is that under the European history, the patriarchy, that means the authority for gentlemen only, is very heavy during the history. So is it very difficult to practice the maternity? That means for the just for practice for the from the mother, father, something like that, maternity. Is it very difficult to practice it in the community? Yeah. And the second question is that maybe I try to answer the first one. Yeah, no so problem. the question is it difficult To practice the maternity? To be a mother when you want to have a... Yeah, you display like the properties of the mother, or you show the love as same as like a mother in the community. Is it very difficult to practice during 18th century French? Vous pouvez me traduire? Je ne suis pas sûre de... 即係你話嗰個
即係話喺個父權主義當道嘅情況之下咧，咁當年如果喺18世紀個法國社會咧，你係咪即係無論男士或者女士啦，做嘢上嚟咧，會唔會比較難去表現嗰個母性咧？母性啊，係啊 ，maternity。C'était plus difficile pour les femmes en France dans ce siècle pour exprimer des caractéristiques comme une mère, oui, dans de ces métiers, oui, oui, c'est ce que vous voulez dire. I think that Yeah. in the 18th century, most of the women were mother. That what they were supposed to be is to give birth to children. That was it. And the women I've been talking about, the women who had salon, I should have said that before. Almost none of them were married. They were célibataires. They were not married. They have no children. So their life was different, just from that point of view. And to be a mother at that time meant if you belonged to a rich family, the woman did not take care of the children. The baby were sent in the country, and they just did not care about. And there is a book written by Elisabeth Badinter about that. Maternity was not. You don't have to express love to your children. Because as Madame Thomas has just mentioned, there were more than 80% of population in France were peasants, and women were mostly illiterate, analphabet, right? So I mean, they were very. At that time, there was no industry, so you either end up in the countryside, cultivating, working as peasants, with the husband, or you lived in the city of Paris, right? In that small circle of aristocracy, right? And very limited number of intellectuals, right? I don't think there were many characters like Carrie Lam in Hong Kong now, right? She could be who could be a strong chief executive, but could have her feminine moments from time to time. No, there was no such character in France. That's why there was the revolution. On the 5th of October, there was this women's march from Paris to Versailles, all by women. At that time, it was an explosion of anger and fury, all of a sudden, like a sudden storm, right? Expressed by all these Parisian women, which shocked the queen in Versailles. I mean, she had never seen so many women in the street so angry, right, with her. And that particular day was the French Women's Day, the 5th of October of 1789. The only day for the women. Yeah. They were marching to Versailles, calling for the return of the baker, right, and the baker's wife, and that went the slogan, right. Yeah. So it was very simple. The social structure at that time in France was very simple. You didn't have, you didn't even have women. Well, you didn't have even cleaning ladies, like in this hall. So it was a very simple, I think, economic structure. Exactly. Yes. Yes. Yeah. So why I ask this question? Because of that, this year Hong Kong Book Fair's topic is about love. Right. But you could read a good French novel called The Dangerous Liaisons, right? Which marked the role of upper class women in France of that time. Yeah. A lot of gossips, affairs, right? Yeah. And plots, things like that. Liaison dangereuse. There was even a film, right? But the Liaison dangereuse it's a really good example of what real power a woman can have, because it's the story of two people who have been lovers, Madame de Merteuil and Le Comte de Valmont, and they have this contract together.
that they can seduce all the people they want, the woman and the man, Madame de Merteuil and Valmont, but they must not fall in love with somebody, because in fact the true love, but it's a specific love, it's l'amour libertin, is between the two of them. And what happened is that Valmont actually fall in love with La Présidente, and he's afraid to say it, so that he will quit La Présidente. She will die, he will die, and Madame de Merteuil is the only one who survived. It's something about the libertine love, and it was published right before the French Revolution. It's really, you don't think it's a, Because it's a wonderful novel. The 18th century was better known as an age of classicism, when everything was put in order, from architecture to music to paintings. So at that time, women, especially in the upper circle, were supposed to live a very disciplined life. They were given the luxury of, well, for Marie Antoinette and her friends, of exile. So they had to suppress, the desire. But that was, that was a bit inhuman. At that time, because of the luxury and the extravagance of Louis XIV, right? He single-handedly built the Versailles. So there was this huge wealth and extravagance and nice dresses, costumes, makeup. It was more or less like Chinese women having a good time now with Hermès, right? Louis Vuitton with a lot of money, right? And they could do a lot of things. But it was the time of classicism when order and religion were both very strong. So there was this spirit of rebellion, right, underneath, so that they would do things like what they did in the novel, the Dangerous Liaison, and some of Mozart's operas as well, right? Si fan tutte. Yeah, exactly. Actually, I have one question. Interesting to ask, because in the 18th century, I read some books. It's actually described as the era of women power, because you have Empress Maria Theresia, which is the mother of Marie Antoinette, wielding a lot of power. She was fighting Frederick the Great. And she sort of like had the thing with Madame de Pompadour, and of course she had Elizabeth of Russia, and later on became, after succeeding her, you have Catherine the Great. So you see, you have all these women on the international scene of power, which is very interesting. So when you, it's like in France, or like, no, German women can do what they want, but French women, they cannot, or something like that. So it's actually very interesting, because as the daughter of an Austrian empress, and later on her sister became the Queen of Naples, and she also had ministers and everything, and her sister in Parma. So basically, you see a lot of women, having power directly in control. Like Maria Carolina, actually through Emma Hamilton, talked to Nelson. So you're talking about all these women, like using different channels in the upper circles of power. So what do you think is wrong in France, that they do not want to have women in power? Even in the trend of the 18th century of the upper royalty, when they could, unlike the France, we have the Salic law. In other countries, they don't. So what do you see about that trend? As I told, there is this law called la loi Salic, and it was written that a woman cannot actually be a queen. So in France, as a regence, for instance, you have Marie de Médicis, who was very powerful and who was a very political woman, or the power was hidden. Another really powerful woman and political, in a way, extremely strong, is Madame de Maintenon, Louis XIV's last mistress, and certainly his wife.
And she did change the atmosphere in the court, and she did influence the king a lot. Like the court of Louis XIV was devoted to... Louis XIV was a very good dancer and a very good musician, and there was all these plays going on, Molière, Racine, Corneille, and as soon as he fell in love with Madame de Maintenon, who was really his great love, the atmosphere changed, and maybe she did believe in God, maybe she used it. And after a certain point, Louis XIV started to be very religious and was terrified by the idea of a death. And the French court completely changed. And I think she could have been a queen after the death of Louis XIV. So you're right, what was wrong with France? But I must say that Maria Theresa or Catherine, they are really exceptional women. Because Catherine, she really seized the power. And Maria Theresa too. But her father wanted her to have the power, but as soon as she had it, she was very young, other people tried to get it. And there is another woman I'm very interested in, and I wrote about her. It's Christina de Suède. She is extraordinary. She was extraordinary. So she lived in the 17th century. Her father, when her father died, she was very young. She was 7 years old or something. He wanted her to be the queen, not his wife. So Christina became queen at something like 15 years old in Sweden. She loved philosophy. She had correspondence with the best philosopher at that time, Leibniz, Descartes. She invited Descartes to give her a class of philosophy. It's amazing, no, if you think of that. Or Catherine, the great Catherine, she invited Diderot so that she could study philosophy. Think of Putin inviting a French philosopher now to study philosophy. It's extraordinary. Or the king of Frédéric de Prusse, he invited Voltaire. So it's an extraordinary time. It's a time where really people do believe that the world can be changed, or at least much more exciting if you read books or write. Like Frédéric de Prusse, he would take class, he would ask Voltaire to teach him poetry. So he would write his poems, and Voltaire Voltaire had to read the poem and correct the poem. But of course, since the other one is a king, you don't really know how to correct, you know? If you said it's 0, you don't feel good. But you're right, there were the two exceptional women. But I think that Maria Theresa was a little bit like Gertrude Stein, in a sense that she did not want her daughter to be powerful. She didn't want it. No, she wanted her son to be. She wanted Mary Antoinette, a good wife, to be a good wife, rather because she was a bit put off by the idea that she was sending this daughter to usurp power from France. But later, the mob was still very suspicious of her. That's why they call her the Austrian woman, Laetitia, with the pun, you know, Austrian and dog put together. It's very cruel. Yeah. And also, which is cruel, is that so she was very young. She had married that man who could do very little. She was no Madame Jiang Qing. She had no political ambitions. No, altogether. No. Yeah. But she was so misunderstood. Yeah, and her mother wanted her to interfere. Yeah. So she felt really coincée. Terrible. Yeah. There were correspondences
Yes. I think Empress Marie Theresa kept writing to her Yeah. for more than, 15 or 16 Yes. years, right? Reminding her to behave Yeah. because she knew her daughter was a very carefree girl, right? Yes. A bit spoiled, too young to be married to in France. Also She which- was worried. Yeah, and also which was really cool is that she kept, every month, she kept asking her, so are you pregnant? Yeah. She wanted her to give a son as soon as possible to the Kingdom of France. Finally, as I said, the brother, Joseph, I think, came, and I don't know exactly what happened, but she became pregnant. So Eventually. maybe the brother showed, Yeah. Louis says, the Austrian way. Oh. I think Louis XVI it was the one who had the problem, right? Yeah. Everybody said she was the one who had the problem, Yes. and that was because she has so many women lovers. No. No, it Because was he had, unlimited. Allow me to be frank. Because it was said that he had the pretty Asian size. I should have not said Antecti. You can speak. I'm a specialist in Let me do it. libertinage, Let so me say it. Is that true? C'est vrai? C'est vrai? I wrote on Casanova. It was not his case at all. And so, no, you can say whatever you Right. like. I'm not. We are all equal. Okay? Any more question? Yes, one last question. Wow, we have only 5 minutes. Oh. Right. Hi. Thank you. I have a very quick remark and one question. The remark is, I think for the some questions that has been mentioned in the whole, and I personally learned a lot from the book La Reine Scélérate, translated into Chinese, 一代妖后. There is a very, very solid historical and social analysis about the background of 18th century, the women that they have to face. So I think it's a very, very interesting answer for the questions that mentioned earlier. And my question is, I see that the title of the speech today is The Power of Women in the 18th Century, but in Chinese the title is the social status and the power of the 18th century. And my question will be, recently with the movement of Me Too, and after that in France, for example, there was a quarrel between Catherine two... Deneuve. Yeah, Catherine Elle a Deneuve, dit quelque etc. chose sur le sujet. So I know it's a very vast Avec question, beaucoup but de l'audace. Oui. what's your observation about the women's status and power in today's world? Yeah, I think it's a very good question, but then it's a really large question. There was the movement Me Too provoked a reaction from Catherine Deneuve and Catherine Millet and women, basically women of my generation. And I totally disagree with their reaction because I think that they could not understand that Me Too is also a way for women to get liberated. But it also meant that for years and years, because May 68 was about sex and being free, and especially contraception, to have children if you want, and to be and also to be responsible for your life. But what Me Too reveals is that for years women could not express their desire, and that they were soumise. They accepted the desire of the man without knowing if they wanted it, and sometimes they did not want it. And in fact, I wanted to talk about that, but I didn't have time. And I think that the next step in women revolution is that women must know, not interiorize the power of men, because if for years and years, for decades, they accepted to be treated the way they have been, it means that the men were not violent all the time. It was social power. And I think that the next step is to first of all, to know ourselves and to know what we want. And this is also a philosophical path. It's not only a denunciation path. And the risk of Me Too
is to put in front of each other men and women as enemies, and to go towards a sort of puritanism state. So one has to be very careful. I think it liberates many women, especially in other countries like India or Africa. But we are also to be very careful. Okay, one question from the lady. Yes. So great and honor to see you in Hong Kong Book Fair. As we know, Salon appears in the 16th century in Italy at least. A name is popular in the 17th and the 18th century in France. My question is that Salon, did they have other successful ways to improve the power of the woman in the 18th century? Renforcer le pouvoir. Otherwise, to improve the power of the woman in In the Hong Kong 18th or century. in China? Yeah. Okay, both. Or in France? Yeah. In France, the French women have a lot of power. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Emmanuel. More money, and no more friends, and just like write a lot of articles, attend more political movements, and become more powerful women in the society, just like this. Madame Hollande, the lady who nearly became president, but not Marine Le Pen, for God's sake. She's also a very important writer. Yeah. I don't quite understand the question. It's too general, too broad. You think it can still be improved? Yeah. Yeah, I think so too. course. That's why we are together tonight. Yes. We want to improve it. But we don't want to get trapped in that No, improvement. no. Don't get too radical. Les femmes françaises doivent être différentes de ceux en Amérique. Absolument. Mais toutes les Right. femmes, chaque femme doit être différente. Every woman is different in a way. Oui? OK? La question technique. Thank you. Oh, Ah. Is it working? Yeah. Thank you very much for the talk. It was very interesting. I have a question about the importance of women in history that we study at schools. So you've mentioned, of course, that women were not writing, for example, because they were not expected to and they feel they couldn't. And it's a fact that we always omitted the role that women played, right, in not only politics, but as you said, philosophy, other things. So are you hopeful that we could try and change the way we teach history at school, for example, to include more important women? Because it's very men-centered, right? And the fact that, for example, in Paris, I think there's only 2% of street names that have a woman's name, and 98% are named after a man. Yeah. Yes, there is a book now, which is Matrimoine, which was just written about places where women lived, for instance, Madame Roland. But I thank you for that question, because it's really what in my work, it goes towards this direction. Because like in Manuel Scolaire, there is almost nothing about les salons or the style of Madame du Deffand. Or, so yes, I hope it will change. But this is a very long process, because for a long time, like there were institutrices, women would teach children, but they would not teach at a higher level. So so they were not the one who would write the book. So it's a slow process.
even such a famous figure as Marie Antoinette. I wrote the book in 1989, which was the century of the French Revolution, and I had many. I mean, there was hostility. From where? From where? From the classic historians. Really? Yeah. Oh, Yes. wow, it's For sure. incredible. Wow. Stereotypes are very strong, Yes. and the main currents of political thoughts are stereotyped, You were talking are about made of stereotypes. No. stereotype. I mean, Chantal has written another book on Mary Antoinette called The Wicked Queen. Yes, that's the one. Yeah. Yeah. OK. Alors, je vous remercie beaucoup de la soirée, pour la soirée et la conférence très, très éclairissante et très intéressante. Et je vous souhaite un séjour très gentil à Hong Kong. Merci beaucoup. Merci Et à vous. venez Et je à vais Hong Kong. signer. Venez à Hong Kong plus souvent. Merci.